Bonjour à tous, si vous venez nous rejoindre, surtout restez avec nous, c'est l'heure d'ouvrir notre page santé. Aujourd'hui, nous allons parler du cancer, une maladie qui fait peur. Pourtant, vous savez, il y a des signes d'alerte d'un cancer et cela doit nous inciter à s'adresser rapidement à un médecin. Plus le diagnostic est précoce, plus les chances de réussite du traitement sont élevées. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne font pas la démarche. On oscille entre le déni, l'attente. Nous avons tous tendance à relativiser. Dans nos sociétés, nous mettons l'accent sur la prévention. On distingue la médecine préventive, vous savez, la médecine curative. Et le risque de développer un cancer dépend pour beaucoup de notre mode de vie, le tabagisme, la sédentarité, l'obésité. Le but de cette émission est de faire en sorte de se prémunir contre les nombreux facteurs de risque. Pour parler de cette maladie grave et qui n'est plus une fatalité, je vous rassure, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Dr Elsa Sebag, médecin généraliste, bonjour. Bonjour. Et Dr Jean-Michel Henouchi, bonjour. Vous êtes radiologue, bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être là aujourd'hui. Et Marianne Bougrain qui est devant son ordinateur, elle attend vos questions nombreuses sur le hashtag i24 Midi Ensemble. Bonjour Marianne, n'hésitez pas à nous écrire vos questions, vos commentaires, tout nous intéresse. Midi Ensemble, c'est avant tout votre émission, alors surtout n'hésitez pas, Marianne interviendra tout au long de cette émission en direct. Restez avec nous, on est parti. Alors Elsa, prévenir le cancer, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors la prévention, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire pour éviter la survenue du cancer. Donc on sait qu'il y a des facteurs de risque qui sont connus. 2, 3. Oui, allez-y, c'est le direct. La prévention, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire pour éviter la survenue d'un cancer. Il y a des mesures collectives de prévention du cancer et des mesures individuelles. Les mesures collectives, donc, c'est les mesures des autorités sanitaires, diminuer la quantité de pollution atmosphérique, de pesticides, tout ça. Et il y a les mesures individuelles, donc lutter contre le tabagisme et avoir une alimentation équilibrée. D'accord. Et ça, c'est la prévention, à ne pas confondre évidemment avec le dépistage. Il est aujourd'hui possible de dépister ou de détecter précocement certains cancers, Jean-Michel. Absolument. Donc effectivement, le dépistage, il faut quand même dire que ça fait quand même partie de la médecine préventive, puisqu'on n'est pas dans le cas de la médecine curative. Le dépistage, il s'agit donc de détecter, de diagnostiquer des cancers très petits, le plus précocement possible, alors même qu'ils ne sont pas encore détectables par l'examen clinique. Et que le patient ne se plaint d'absolument rien, c'est-à-dire qu'il n'a pas mal, il ne sent pas de tumeur particulière, il n'a aucun motif a priori d'aller consulter son médecin. Est-ce que tous les facteurs de cancer sont connus ? Alors non, loin de là, tous les facteurs de cancer ne sont pas connus. Il y a des facteurs environnementaux que Elsa vient d'en citer un certain nombre. Il y a des facteurs intrinsèques à chaque patient, c'est-à-dire son patrimoine génétique. Des patients qui ont un certain gène qui prédispose à la survenue d'un cancer du sein, du côlon, etc. Alors justement, ici en Israël, Elsa, ça existe, les dépistages de masse, comme en France, on reçoit une lettre entre 50 et 74 ans et on doit aller se faire dépister, ça existe ici aussi ? Bien sûr, donc les deux grands cancers qui sont dépistés, qui ont un dépistage de masse, c'est le côlon et le sein. Donc pour le côlon, les gens reçoivent à partir de 50 ans des lettres pour venir faire une recherche de sang dans les selles. Et alors en France, c'est tous les 2 ans par exemple, ici c'est tous les ans. Et pour le sein, donc c'est la mammographie que tout le monde connaît. Alors justement, nous sommes descendus dans les rues de Tel Aviv et nous avons demandé aux Israéliens s'ils connaissent les nouvelles technologies de dépistage. Regardez. C'est très bien que des nouvelles technologies arrivent pour dépister le cancer encore plus tôt. Ça permet de sauver plus de gens. Je ne connais pas trop ce sujet. J'ai une vague idée des avancées en Hollande, mais ici je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Les progrès sont énormes dans ce domaine, mais ils doivent encore s'améliorer en faisant de la recherche. Le cancer, ça craint. Les technologies sont vraiment excellentes aujourd'hui et il y a eu d'énormes progrès grâce aux avancées technologiques. Et grâce à cela, on est capable de sauver beaucoup de vies aujourd'hui. Il y a des progrès dans la prévention, c'est certain. Mon père est mort d'un cancer et tout ce qui peut aider à lutter contre le cancer, je suis pour, évidemment. Je pense qu'il est très important de faire de la prévention et des scanners et de prendre soin de son corps. Avant, on n'avait pas tous les phénomènes de diagnostic et donc les gens avaient plus de cancer que maintenant parce qu'ils sont diagnostiqués très tôt. Alors on vient de le voir dans le micro-trottoir, les Israéliens sont très concernés par cette maladie. Comment fait-on, Elsa, pour dépister des cancers, par exemple, du col de l'utérus ? Donc le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer que l'on dépiste relativement tôt. À partir de 25 ans en France, il faut aller chez son gynécologue ou son généraliste pour faire un frottis. Donc c'est très jeune, hein ? Voilà, c'est très jeune. Il y a effectivement des facteurs de risque du cancer du col qui commencent tôt.
C'est pour ça que le dépistage commence tôt aussi. Jean-Michel, de la prostate ? Alors, pour le cancer de la prostate, il n'y a pas de dépistage organisé de masse. C'est-à-dire que c'est à l'initiative personnelle du patient et de son médecin que le médecin va décider de faire réaliser un test sanguin, c'est un prélèvement sanguin qu'on appelle le dosage du PSA, c'est un antigène prostatique qui, s'il atteint un certain taux, peut être un signe de cancer de la prostate. Il y a aussi le toucher rectal que le médecin généraliste, en tout cas en France, réalise à ses patients quand ils ont un certain âge. Alors on va parler du cancer du poumon. La radio n'est absolument pas suffisante, c'est un consensus international. Quel examen faut-il pratiquer ? Par rapport à la radio, par rapport au cancer du poumon. Alors en ce qui concerne le cancer du poumon, effectivement, la radio pulmonaire n'est pas suffisante. Ça a été tout à fait démontré dans toutes les études récentes. L'examen le plus performant qui permet de diagnostiquer des petits cancers du poumon, c'est le scanner. Justement, vous pensez qu'il faut dépister plus fréquemment ? C'est un sujet important parce que le cancer du poumon est un cancer qui est fréquent. C'est le 3e cancer par ordre de fréquence. Et c'est aussi et surtout un cancer très grave puisque c'est le plus mortel de l'ensemble de tous les cancers. C'est-à-dire qu'un décès sur 5 par cancer, tout cancer confondu, est un cancer du poumon. Le cancer, le mal du siècle, redouté par tous, le simple mot fait peur. Ses ravages peuvent être dévastateurs et tout le monde cherche à éviter cette maladie qui évoque la mort dans nos esprits. Y a-t-il des méthodes, des techniques, voire des attitudes à adopter pour éloigner cette pathologie qui semble parfois inévitable ? Le point avec Lise Barenbaum. Le cancer, un des maux les plus répandus et les plus redoutés du XXIe siècle. Si cette prolifération cellulaire anormalement importante est souvent inattendue, des méthodes existent pour l'empêcher. Certains facteurs peuvent intervenir dans l'apparition et le développement de la maladie. Le dépistage est lui aussi un facteur déterminant dans la lutte contre ce fléau. Et les autorités publiques comptent bien agir en amont. Nous devons évidemment investir en matière de recherche et faire en sorte, je termine par là où j'ai commencé, faire en sorte que les cancers évitables puissent être évités. Ce sont les cancers liés au tabac, liés à l'alcool, liés à l'alimentation et à certains comportements. Première cause de cancer évitable en France, le tabac est responsable de nombreux types de cancers et de la majorité des décès par cancer. Un cancer sur 3 est dû au tabagisme et 35 000 fumeurs meurent chaque année par cancer. Sans le tabac, un quart des décès par cancer pourraient être évités. Des campagnes publicitaires sans équivoque tentent d'alerter la population. Ne pas fumer ou arrêter reste donc la meilleure chose à faire pour limiter les risques. En France, l'accent est mis sur la prévention contre l'addiction au tabac. Un jeune qui entre dans le tabac, dans l'addiction au tabac, a, si je puis dire, une chance sur 2. Le mot chance est entre guillemets, de mourir avant 60 ans. Bien que souvent méconnu, le caractère cancérogène de l'alcool est clairement établi. L'alcool est la seconde cause de mortalité évitable par cancer après le tabac. On lui attribue entre 8 et 16% des décès par cancer. Ses cibles, la bouche, le pharynx, le larynx, l'œsophage, le foie, le côlon rectum et même le sein. La consommation régulière d'alcool est donc déconseillée, même à des doses modérées. Tout le monde savait que l'alcool était un facteur de risque de cancer, mais c'est surtout les petites doses d'alcool répétées qui sont aussi nocives pour la santé. Et là, il y avait des messages qui n'étaient pas clairs. L'influence des facteurs nutritionnels sur le risque de cancer reste aussi importante. Une alimentation équilibrée et diversifiée, privilégiant les fruits et les légumes associés à la pratique d'une activité physique, peut potentiellement réduire jusqu'à 30% des cas de cancer. Un comportement général qui fait qu'on consomme trop d'alcool, qu'on ne consomme pas assez de fruits et légumes, qu'on est trop sédentaire, on a une alimentation déséquilibrée faisant qu'on a trop de viande rouge et de charcuterie, pas assez de fruits et légumes, eh bien on va accumuler de multiples facteurs de risque. Autre cancer potentiellement mortel, celui de la peau. La surexposition aux rayons ultraviolets est à l'origine de la grande majorité des mélanomes. Une exposition très limitée est donc à préconiser. Il ne faut pas s'exposer aux heures les plus chaudes de la journée, entre 12h et 16h, qu'il faut rechercher l'ombre le plus souvent possible.
Le dépistage reste également une façon d'enrayer la maladie avant qu'elle ne soit fatale. Dans le cas du cancer du sein, certaines femmes comme l'actrice Angelina Jolie ont même recours à la mastectomie, l'ablation des seins, pour éviter la maladie. Nous voulons que tous sachent qu'il est possible d'avoir une détection précoce. Nous souhaiterions que chaque femme, après la puberté, sache comment examiner ses propres seins et que chaque femme, après l'âge de 40 ans, puisse bénéficier d'une mammographie. C'est le message que nous voulons faire passer. Alors c'est le moment de dire aux femmes qu'on aime d'aller faire leur mammographie. Parce que dans 9 cas sur 10, s'il est dépisté à temps, un cancer du sein peut être guéri. Quant au cancer du poumon, un nouveau processus de dépistage révolutionnaire est désormais disponible. Il est possible de le détecter dans une population à risque de patients fortement fumeurs grâce à une simple prise de sang, alors même que la radiographie ne révèle aucun symptôme et des années avant que le cancer ne soit visible. Un suivi médical régulier reste aussi un rempart puissant contre les risques du cancer. Et nous retrouvons tout de suite Marianne Bougrain devant son ordinateur. Marianne, bonjour. Les questions fusent sur Internet. Complètement. Alors, il y a de nombreuses questions sur le sujet. Je vais commencer avec quelques-unes, notamment celle d'une téléspectatrice de Dijon qui s'interroge, qui se demande si le cancer peut être lié au stress. Alors, Jean-Michel. Alors, peut-être qu'on peut répondre que oui, enfin, indirectement, en tout cas, ça peut être lié au stress, parce que le stress entraîne de mauvaises habitudes en général, hygiéno-diététiques, mais de façon directe. À ma connaissance, il n'y a aucune étude, d'ailleurs étude qui devrait être très difficile à mener, qui prouve le lien de cause à effet entre le stress et le cancer. Alors Marianne, une autre question peut-être. Oui, en effet. Alors celle d'un téléspectateur qui utilise énormément son téléphone portable et qui se demande est-ce que le fait d'utiliser ce téléphone augmente les risques de cancer. Elsa. Là, c'est pareil. Les études ne sont pas encore suffisamment fortes pour pouvoir donner un risque significatif du téléphone portable sur les tumeurs, notamment les tumeurs du cerveau. Marianne, d'autres questions ? Oui, notre téléspectatrice de Dijon qui, pour le coup, elle s'interroge sur le cannabis et qui nous demande est-ce que c'est cancérigène ? Alors, Jean-Michel. Le cancer du cannabis, enfin le cancer lié au cannabis, disons que chez les gens qui fument du cannabis, ils fument aussi du tabac. Et pour l'instant, il n'y a encore une fois pas d'études qui prouvent la responsabilité stricte du cannabis dans la survenue d'un cancer. D'autres questions, Marianne ? Oui, une dernière question, celle de Françoise qui habite à Orange et qui prend tous les matins de l'aspartame dans son café. Et elle aimerait savoir si c'est mauvais pour la santé et si ça peut déclencher le cancer. Alors Elsa ? Non. Alors là, pour le coup, beaucoup d'études ont été faites avec des doses importantes d'aspartame et aucun rôle significatif de l'aspartame sur le cancer n'a été prouvé. Alors, est-ce qu'un mode de vie conforme à toutes ces recommandations de santé constitue une assurance tout risque ? Alors, absolument pas. Non, parce qu'à côté, comme je l'ai dit en préambule, à côté des facteurs environnementaux, le tabac, la pollution, etc., vous avez les facteurs génétiques intrinsèques à chaque personne. Et lorsqu'on a un gène du cancer, eh bien, on a plus de probabilité. C'est pas du 100%, mais on a un terrain à risque génétique de cancer, notamment. Alors, on le sait très bien, et on a vu tout à l'heure une petite séquence avec Angelina Jolie, qui avait un gène, le gène BRCA1 et BRCA2, qui prédispose fortement au cancer du sein et au cancer des ovaires. Il faut rajouter que Angelina Jolie, à titre préventif, s'est aussi fait enlever les ovaires. Alors justement, voilà, notre émission s'achève. Malheureusement que le temps passe vite en votre compagnie. C'est un plaisir de vous recevoir. Notre page santé, c'est fini. Merci Elsa, merci Jean-Michel pour vos précieux conseils. Les mots de la fin, il ne faut jamais hésiter à consulter son médecin si un symptôme suspect persistant se manifeste. Attendre ne fait que retarder l'échéance et réduit les chances de succès du traitement. Ça peut paraître une évidence, mais dans la vie de tous les jours, ça ne va pas de soi. Même si ce mot cancer fait encore peur, il est important de savoir que le nombre de patients qui guérissent chaque année est en augmentation. Restez avec nous, prenez soin de vous. Midi ensemble, ça continue.